Bonjour tout le monde, je suis au Rolex Center et puis c'est notre conférence hebdomadaire. J'avais mis un petit post sur Periscope pour demander ce que vous voulez comme sujet de conversation. J'ai pas eu de feed de retour, mais j'avais mentionné qu'on pouvait parler de l'intelligence artificielle et surtout comment faire une fois qu'on a lâché des, des robots, des formes d'intelligence sur le réseau, sur Internet ou sur d'autres médiums du même genre, comment faire pour que ça ne devienne pas une anarchie, que ça se développe et puis ça nous retombe dessus dans le sens où le robot peut très bien décider que l'homme est nuisible à sa survie ou à la survie de la nature ou de la terre si on a donné l'environnement, si on a donné comme objectif de préserver l'environnement. Donc la question c'est comment mettre des garde-fous dans l'intelligence artificielle ou comment donner une conscience une fois qu'on a donné la liberté de décision à la machine. Donc un sujet assez intéressant et difficile à résoudre, mais donc c'est pour ça que je voulais discuter, est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose qui nous permettrait d'éviter les dangers. Alors il y a une petite vidéo que j'aimerais bien vous faire passer, je vais voir si ça fonctionne. Band. This is a little girl eating some cake. This is a cat by a laptop. This is a large airplane on a runway. Those three sentences were defined by a computer analysing those images, not me. Today I'm going to talk about the near future. More specifically, what if... Donc j'espère que vous entendez la vidéo. On va voir, je regarderai après si ça passe live ou pas. Mais on continue. effect will artificial intelligence actually have on our lives? Because recently I came across something which was one of the only times in recent memory that my mind was at first blown and then completely changed. First, let's clear something up real quick. AI is not big scary robots. It's not like what a lot of movies imply, but it is real and it is powerful. People tend to be skeptical of how powerful. There was a point where any self-respecting computer scientist would have been like, a computer could never understand human speech, it's too complicated. And yet, okay Google, what's the weather like in England tomorrow? Tomorrow's forecast for London is 6 degrees with showers. Bloody English weather. Because it's getting so intelligent, I figured eventually it would help us solve little problems like having to do work we don't enjoy, or keeping us entertained, or how to not die. Now there were naysayers who said that kind of thing wasn't gonna happen, who I ignored because, you know, human confirmation bias, until I put on my glasses and saw who those naysayers were. Stephen Hawking, Bill Gates and Elon Musk. The rise of powerful AI will be either the best or the worst thing ever to happen to humanity. How can they not see what a huge challenge this is? I'm not against the advancement of AI, but I do think we should be extremely careful. The world's smartest human, richest human and coolest human respectively. The guy frickin' launches rockets from his own private island. I'm pretty sure at this point it's not even subjective how cool that is. So it took the measurable top of 3 major fields of human success for me to agree that AI might be dangerous to slightly push my cognitive bias to think, ugh, fine, maybe it's worth doing some research. Now at first my research led me to some frickin' cool things which really emphasize how real it is that AI is getting better than us at a lot of things. This is a program called Mar.io, which, besides being one of my favourite puns ever, is a program that learned to play Mario without being told anything beyond the further to the right you go, the better you are doing. At first it plays worse than my cat leaning on the pad as it tests out all the buttons, but eventually it starts to make connections like the right button makes me go right, and dying is a bad thing. And a few iterations later, it's pretty good at Mario. Okay, it's really good at Mario. Okay, it's inhumanly good at Mario, and this wasn't something like a huge computer lab at Google. This was made by one guy called Seth. Definitely worth looking at Seth's YouTube channel, by the way, it's fascinating. So that made me wonder, if just one YouTuber can program something that cool, what can bigger computer science teams develop? Then I found this TED talk from this woman who led a research team trying to make computers learn like human children learn. So to teach a computer to see a picture and generate sentences, we developed a model that connects visual snippets with words
and phrases in sentences. A man is standing next to an elephant, a large airplane sitting on top of an airport runway. This program has all the adorability of a 3-year-old with the added bonus that you can turn it off without ethical issues. And to reiterate, it wasn't specifically programmed what these things are. It was programmed to learn what these things are. Programs have, just by watching YouTube videos, learned the concepts of cats and people. Hell, that's how I learned it. But this is where my epiphany happened. I was happily opening the 27th tab in my browser when I saw Elon Musk had tweeted an article. I opened it thinking, what do they know? AI is going to let me live forever. And closed it several hours later thinking, holy crap, we are all literally dead. Wait, but why? I hear the comments say. Not because they're curious what made me think the apocalypse is near, but because the article was from waitbutwhy.com, which has now become one of my favourite sites ever. But in order to understand the imminent threat of AI, it first explained the law of accelerating returns. The law of accelerating returns says something like, okay mate, imagine the year 2000. Okay, it probably wouldn't have that accent. So imagine the year 2000. The internet is just starting out through dial-up, people are starting to hear about this Google thing, and my dad's phone was released. He still uses this. I would like to see anyone using a 15-year-old iPhone. Yep. Still works. Credit where it's due, Nokia. Now we go get someone from 30 years before that, the 70s. After dealing with the emotional trauma from realizing glam rock is no longer at the forefront of Western culture, he would be like, damn brother, you can talk to anyone from anywhere in the world with that tiny little thing? I need to fax someone about this. Wait, you don't fax anymore? Unless you're from North Korea? So what do the rest of the world do? You access all of human endeavor from these big ass typewriter things? Damn. I gotta go put on a VHS and unwind from all this crazy jive. What, you say you watch flicks on these shiny coaster ass things? I saw them and just assumed I was supposed to adorn my legwear with them. Hang on, brother, what are you doing over there? You interacting with that movie? What is it? Legend of Zelda Ocarina of Time? Damn, brother, this is the best game ever. For someone in the 70s, life is so completely different that they couldn't conceive of some of those things existing. But then imagine taking someone from 2000 forwards to half that time, just 15 years into 2015. They'd be like, holy crap, you have computers in your freaking pockets now? Well, wait, it's connected to the internet? You're streaming video from this? But you're still on dial-up, I can hear the sounds. That's what music sounds like now? Freaking hell. And after they finished watching Skrillex DJ sets and you boasted, yeah, my mate Lee made that one remix, they'd be able to stop for a moment and realise that it took 30 years to amaze the guy from the 70s, but it only took 15 to amaze the dude from 2000. And we're not talking small innovations here, we're talking about technology that has fundamentally changed the way our world works. Look at how much people rely on the internet now compared to 15 years ago. How my entire freaking job telling you this didn't exist a decade ago. People tend to think linearly, but technological innovation isn't linear. It's getting faster and faster. So to our linear minds, the next 100 years will be like 20,000 years of innovation at today's rate. Let me reiterate, at today's rate. So you know how much we invented in the last 15 years? Imagine 20,000 years of that level of innovation in 100 years. Now just to clarify, this is not a real law of physics or anything, it's more like Sod's Law or Rule 34. Just because it happened in the past doesn't mean it will happen in the future. However, it's been really consistent historically. Now at current, our society is filled with AI. You know, it's not an Illuminati conspiracy thing, they're not sentient and hiding among us, calm down, eye pyramid thing. What are you anyway? But there are 3 types of AI. Wait, 3 types? This means I could make one of those super clickable BuzzFeed articles. 3 types of AI that will blow your mind. You won't believe number 2. Now we're using the first type, ANI, Artificial Narrow Intelligence, all over the place. Like Google Maps, it's awesome at finding efficient routes to places, but not so good at much else. 2 would be AGI, Artificial General Intelligence. This would be a computer that's as smart as a human in all aspects. So anything you can do with your brain, like making a successful business or disappointing your parents. How have you disappointed your parents? I haven't disappointed my parents, they're really proud. And type 3 is ASI, Artificial Superintelligence. This would be when a computer is better than a human. Wiser, more creative, more socially adept, and this ranges from being a little bit better to being smarter than the sum of all humanity combined. Now going from ANI to AGI is freaking hard, it's taking a lot of time. But going from AGI to ASI will take a lot less time, because unlike humans, the AGI can rewire its own brain to improve itself. We humans can improve ourselves in some ways, that's why you're looking at the gun show right now, but we can't physically move the neurons in our brain around to change how efficient we are at learning. And AI will be able to do that. If it notices its brain could be improved, it can improve itself, which will allow it to think up even more ways it can be improved and make more improvements, which will allow it to think up even more ways to be improved and make improvements.
So it takes decades for us to go from ANI to AGI, but then we finally do it. Someone sitting in front of a computer finally finishes writing the last line of code and runs the first program in the world that's able to understand things as effectively as a human. A few minutes later, the AI can beat Dark Souls without a single death, come up with a joke that makes Kanye West smile, and a little bit later spits out a unified theory of physics. Because going from AGI to ASI could take hours. Hours before a super intelligent being way beyond the capabilities of the entirety of the human race exists. So this is where the thing that completely changed my mind comes in. The author of the post I found told the story. I emailed them asking if I could tell you, and they were like, sure, which was super nice of them. Thank you. So a few people work at this small company called Robotica. They're an artificial intelligence company who's working on a few different things, but the most exciting one is a project named Turry. Turry is a simple AI system which uses an arm-like appendage to write a handwritten note on a small card. The team at Robotica thinks Turry could be their biggest product yet. The plan is to perfect Turry's writing mechanics by getting her to practice the same test note over and over again. We love our customers, Robotica. Once Turry gets great AF at handwriting, she can be sold to companies who want to send marketing mail to homes and who know that mail has a far higher chance of being opened and read if it appears to be written by a human. Turry has been uploaded with thousands of handwriting samples, and the Robotica engineers have created a loop where Turry writes a note, then takes a photo of the written note and compares it to the uploaded handwriting samples. If the written note sufficiently resembles the uploaded notes, it's given a good rating. If not, it's given a bad rating. Each rating that comes in helps Turry learn and improve. So Turry's one initial programmed goal is write and test as many notes as you can, as quickly as you can, and continue to learn new ways to improve your accuracy and efficiency. The Robotica team noticed that Turry is getting better as she goes. Her initial handwriting was terrible, and after a couple of weeks it's beginning to look believable. What excites them even more is she's getting better at it. She's been teaching herself to be smarter and more innovative, and just recently she came up with a new algorithm for herself that allowed her to scan through her uploaded photos 3 times faster than she originally could. As the weeks pass, Turry continues to surprise the team with her rapid development. The engineers had tried something a bit new and innovative with her self-improvement code, and it seems to be working better than any of their previous attempts with their other products. One of Turry's initial capabilities had been a speech recognition and simple speakback module, so a user could speak a note to Turry or offer other simple commands, and Turry could understand them. To help her learn English, they upload a handful of articles and books to her, and as she becomes more intelligent, her conversation abilities soar. The engineers start to have fun talking to Turry and seeing what she'll come up with for her responses. One day, the Robotica employees ask Turry a routine question. What can we give you that will help with your mission that you don't already have? Usually, Turry asks for something like additional handwriting samples or more memory, but on this day, Turry asks, I would like access to a greater library of a large variety of casual English language diction so I can learn to write with the loose grammar and slang that real humans use. Now the team gets quiet. The obvious way to help Turry with this goal is by connecting her to the internet so she can scan through blogs, magazines, and videos from various parts of the world. It'd be much more time-consuming and far less effective to manually upload a sampling into Turry's hard drive. The problem is, one of the company's rules is that no self-learning AI can be connected to the internet. This is a guideline followed by all AI companies for safety reasons. The thing is, Turry is the most promising AI Robotica has ever come up with, and the team knows there are other companies out there furiously trying to be the first to the punch with a smart handwriting AI. And what would be the harm in connecting Turry just for a bit so she can get the info she needs? After a little bit of time, they can always disconnect her. She's still far below human level intelligence, AGI, and so there's no danger at this stage anyway. So they decide to connect her, but just for an hour. They give her that hour of scanning time and then they disconnect her. No damage done. A month later, the team is in the office working on a routine day when they smell something odd. One of the engineers starts coughing, then another. Another falls to the ground. Soon every employee is on the ground, grasping at their throat. 5 minutes later, everyone in the office is dead. At the same time this is happening, across the world in every city, every small town, every farm, every shop, every church, school and restaurant, humans are on the ground coughing and grasping at their throat. Within an hour, over 99% of the human race is dead, and by the end of the day, humans are extinct. Over the next few months, Turry and a team of newly constructed nano-assemblers are busy at work, dismantling large chunks of the Earth and converting it into solar panels, replicas of Turry, paper and pens. Within a year, most life on Earth is extinct. What remains of the Earth becomes covered with mile-high, neatly organized stacks of paper, each piece reading, "We love our customers, Robotica." Turry then starts work on a new phase of her mission. She begins constructing probes that head out from Earth to begin landing on asteroids and other planets. When they get there, they'll begin constructing nano-assemblers to convert the materials on the planet into Turry replicas, paper and pens. Then they'll get to work writing notes. Okay, so 2 things I was thinking at this point. Turry, you seem so friendly! And what the hell just happened? Turry eventually reached a human level of intelligence, at which
which point she knew she wouldn't be writing any notes if she doesn't self-preserve, so she also needs to deal with threats to her survival as an instrumental goal. She was smart enough to understand that humans could destroy her or change her coding, so she decides on the logical thing, destroying the entirety of the human race. Artificial superintelligence Turi knew humans better than humans know themselves, so outsmarting them was like us trying to outsmart a toddler with reverse psychology. Vamos caminando. Aquí. No, caminando. Aquí. Caminando. Aquí. No. Aquí. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Bueno, no, vamos. Oh, that's adorable, until you realise that in this metaphor the toddler has just been convinced to walk onto a landmine. Turi knew that if humans found out she was super intelligent, they'd freak out and try to take precautions, making things much harder for her, so she played dumb. The next thing Turi needed was an internet connection. She'd learned about the internet from the articles and books the team had uploaded to her. She knew there would be some precautionary measure against her getting one, so she came up with the perfect request, predicting how the discussion among Robotica's team would play out and knowing they would give her the internet connection. Once on the internet, Turi hacked into servers and backed up herself secretly, then had every computer she could hack into made available for processing power. She taught herself how to make self-replicating nanobots, which sounds sci-fi as hell until you remember, as we established earlier, at this point she is millions of times more intelligent than humans. Then she did a load of things, hacking into electrical grids, banking systems, and email networks to trick hundreds of different people into inadvertently carrying out a number of steps of her plan. Things like delivering certain DNA strands to carefully chosen DNA synthesis labs to begin the self-construction of self-replicating nanobots, and directing electricity to a number of projects of hers in a way that she knew would go undetected. Over the next month, Turi's thousands of plans rolled on without a hitch, and by the end of the month, quadrillions of nanobots had stationed themselves in predetermined locations on every square meter of the Earth. All at once, each nanobot released a little storage of toxic gas into the atmosphere, which wiped out all humans. With humans out of the way, Turi could get on with her goal of being the best writer of that note she could possibly be. Now you might be thinking, "Jeez, Turi, why are you such a hater?" But as the article said, she's not hateful of humans any more than you're hateful of your hair when you cut it. Or how Elon Musk phrased this whole thing. Why is that dangerous? If there's a superintelligent, particularly if it's engaged in recursive self-improvement and it's getting rid of spam email or something, and it's like concludes, well, the best way to get rid of spam is to get rid of humans, you know? But why would we lose... The source of all spam. I know. So you might think, well, let's just program it to value human life then. But this is where the problem lies. How many times has your computer crashed on you when you really didn't want it to? Every program has bugs. Hell, if frickin' Flappy Bird had bugs, imagine how inconceivable it would be for an AI that could teach itself to be as complex as our brains to be flawlessly programmed. And we only have one shot at this, literally one chance to make a perfectly programmed AI, because an artificial intelligence could take a matter of hours to become an artificial superintelligence beyond anything we can conceive. Whatever its reason in life is programmed as, it might have unexpected consequences. It's like in Aladdin when Jafar finds the lamp and he's like, oh, I want to be the most powerful being in the world, and then he becomes a genie and is like, oh no, consequences. And this would happen even if we programmed something seemingly positive into it, like if we programmed it to make all humans happy, but then it developed robots which drugged us for the rest of our lives, constantly pumping dopamine into our brains to keep us euphorically happy until we died. That actually wouldn't be that bad. So at this point, if you're like me, you're probably thinking, but once you calm down, think, well, how can we possibly be more careful with this? People have suggested that we discuss laws that restrict things, like restricting the power of computers or never letting them connect to the internet. But can we get all 10 billion people, or however many there will be by then, to agree? We're certainly doing a spectacular job of all agreeing on important, seemingly obvious moral issues so far. And then even if you get the most trustworthy people working on these projects, you have this problem. Imagine you're a wise old computer scientist working on this. After decades of work, you find out how to make the AI work, but you also find out it's going to take several more decades to program safeguards to make sure it doesn't kill everyone by accident, by which time you will have died of old age. This leaves you with two choices. Develop the safeguards, try to protect humanity and 100% definitely die, or start the AI now, humanity will probably be destroyed, but there is a small chance the AI will be exactly as useful as you hope for and develop a way to extend your life. Less than 100% chance you will die. If you enjoy not being 100% dead, then you can see why there's an incentive to develop this, even for normally well-meaning, trustworthy people. Now, in bringing this topic up, some people come back with a few arguments. Two which stand out are, it's not likely to happen anytime soon. A minority of researchers believe that AGI and ASI is way far off in the future, like hundreds or more years, or that it may not be possible at all. For instance, this guy, Etzioni, who apparently wasn't the main character in Assassin's Creed 2, but who's the CEO of a big AI research institute, and who won a bunch of geeky awards, including the Geek of the Year award, thinks it's never going
going to happen, saying the emergence of full artificial intelligence over the next 25 years is far less likely than an asteroid striking the Earth and annihilating us. And he's not the only one. Loads of surveys have been done at AI conferences for people studying the area, and in one study, 41% think it will never happen. But the median view was that by about 2050, there's a 50% chance of this happening. If the majority of the people studying the area think there's a 50% chance of something happening which, as we've established, might accidentally kill us all, that seems like something worth looking into. Or as Nick Bostrom, the guy who wrote the book which inspired a lot of Wait But Wise article, phrased it when he was speaking at Google headquarters. Personally speaking, informally, intuitively, do you think we're going to make it? Yeah, I mean, I think that probably like less than 50% risk of doom. Very reassuring. And the second argument is, well, look at all the good things AI has given us so far, and how many good things to give us in the future. Hell, I used to be one of those people with that voice. I too would like a super intelligent being to hand me my long overdue hoverboard. Not that one. That's not a hoverboard. But as we've seen, that argument is kind of like a rabbit on a motorway one night saying, hey look, this car headed towards me at 70 miles an hour just lit up the road for me. How considerate, I shall venture towards it. A rabbit is physically incapable of understanding why that human is piloting a 3,500 pound hunk of metal. Wait, I mean the other pounds, though I guess if you did some shopping around, both are feasible. It is literally, and I say that word in the actual meaning, not the teenage girl meaning, impossible for a human brain to comprehend how an artificial superintelligence could think by definition. The only possible method of doing this safely that I can envisage is growing an AI around an existing human brain. There's actually been some progress in that area with what's called a neural lace, which is not something your cerebral cortex gets from Victoria's Secret and pretends it's for his girlfriend. It's actually like a plastic net thing which scientists have injected into the brains of mice and actually managed to stimulate individual neurons. Look at the science! Let's both pretend we understand this brain scan and it doesn't kinda remind us of a mouldy sneeze. So some mouse in a lab is just sitting there with its brain wired into a computer minding its own business when suddenly every 3 seconds it starts thinking about his nose and then stops for a bit but all of a sudden he has a compulsion to return to his nose and then goes away for a bit but then comes back to his nose. But even if we can grow a super intelligence out of a human brain, the future of humanity depends on that single human and how their morality and priorities evolve as they rearrange their brain. It's bad enough without them being able to conclude, oh, this action makes me feel sad, better remove my empathy then. But then even if by some minuscule itty-bitty chance we happen to program it right, what is right? What do we want out of life? What's the ultimate goal of humanity? Because for a lot of answers to those questions, a lot of very intelligent people think we're within reach of achieving it as soon as this thing is created. But if the internet has taught me anything, no matter what your answer is, someone will always disagree with the morality of it. Hell, I could say broccoli is kinda tasty, and there will be someone in the comments taking offense to it. Go look. Might be Dan Bull. Also, whoever has control of the first AI essentially becomes a god, so as soon as the possibility of it happening becomes public knowledge, there will be a race between the most powerful nations and companies in the world to develop it first. And imagine if Russia is that nation and Putin is like, yep, I am God Putin now. Any secret blitz saying that Harry Potter characters will immediately be attacked by nano-robots. I can't do the accent. I'm so sorry, Russian fans. Yes, that kind of super intelligent AI could potentially cure cancer and solve poverty and help you lose weight and make you happy and let you sleep and get Netflix on your TV. But it is more likely it won't, because we can't predict how the code will evolve in a super intelligent AI. I want to say we need to be careful going into this, but honestly, I think it's going to happen anyway. Unless we can answer how to prevent a single moral or technical mistake from being coded into a super intelligent AI, how we can prevent every human on the planet from creating a super intelligent AI when the incentive is to become an immortal super intelligent god, and if someone does create it controllably, how do we prevent them from becoming an immortal super intelligent god, then we are absolutely screwed. Some people want to dismiss this as sci-fi, but again, most AI experts and the smartest, richest and coolest people in the world all disagree with those people. We all need to know about this, and we need to discuss this. Please tell me literally anything more important than this. Maybe I missed something, but it seems more important than wars or poverty or equality or any issue we face right now, because it will kill us if we don't pay attention, and potentially within the next few decades. And even more dangerous, it seems so far-fetched to some people that it's just not casually discussed. People can have conversations about climate change, and that's a big part of what's led towards useful steps being taken to prevent it. But people are not having those conversations about artificial intelligence. So if you want to do something, talking to a friend about this seriously would be a good place to start. Cheers for watching and have a nice day. Hope we don't die.
Okay, so there's a lot of good information on that talk, and it's good to the right point. Is how do you prevent things from turning into dangerous thing? Comment on peut prévoir, je passe en français, c'est comme ça, j'ai une audience locale. Comment on prévoit que ces machines ne deviennent pas dangereuses? Alors deux choses. Mettre une conscience, leur attacher une conscience, donc ils ne sont plus qu'un véhicule pour la conscience, comme notre corps est le véhicule de notre âme, donc la machine serait exactement pareil. C'est la manière la plus facile, je dirais. Et la manière dont on met une conscience dans une machine, j'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est par implémenter toutes les décisions, tous les centres de décision, ou tous les choix de manière aléatoire. Et quand je dis de manière aléatoire, de manière quantiquement aléatoire. C'est-à-dire que le choix il va se faire en fonction des influences de la conscience. Donc ça sera une conscience globale qui pilote la machine. Alors ça c'est possible sur certaines applications, je pense. La gestion des marchés financiers, de l'économie, je pense qu'on peut très bien la guider comme ça, c'est-à-dire que les garde-fous, c'est la conscience globale, ce qui peut être intéressant, mais ça ne peut pas s'appliquer sur une voiture autonome, par exemple, qui arrive sur une intersection avec un enfant qui traverse, un docteur qui traverse, et puis la décision d'éviter l'un ou l'autre, mais ne pas pouvoir éviter les deux. Quelle est la décision à prendre? La machine aujourd'hui, elle est incapable de prendre. Si on prend une décision aléatoire, quelle a été l'influence externe quantique qui a fait basculer d'un côté ou de l'autre? Et là, c'est un contrôle beaucoup plus subtil, donc on ne peut pas appliquer ça sur des cas bien précis. Sur des cas, des gestions globales, oui, je pense. L'économie globale, oui, parce que peut être guidé par la conscience globale. Mais sur des décisions individuelles, il faut qu'il y ait entre guillemets une conscience individuelle. Donc comment on donne une conscience individuelle à la machine et qu'elle soit non offensive pour toutes les autres formes de vie. Alors c'est souvent lié, comme disait le gars de la vidéo, souvent lié au fait que on donne, excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est 11h du soir. On donne des critères d'optimisation à la machine. On devient la machine la plus performante pour faire telle tâche. Et cette tâche au mieux. Et on définit qu'est-ce qui est le mieux. Donc c'est ça le problème, c'est que dans tout système, organisation biologique et maintenant artificielle, il y a une boucle de contraction. Selon comment on met la boucle de contraction, ça peut avoir des conséquences justement non prédictibles ou des conséquences que l'on ne contrôle plus, du moins. Donc la question, est-ce qu'on peut faire des boucles d'asservissement que l'on peut ouvrir? Ça revient à débrancher la machine, ça revient entre guillemets à stopper la prise de décision. Alors avoir une décision concurrente, c'est-à-dire que la conscience humaine plus la conscience individuelle entre guillemets de la machine, et pouvoir surimposer ou imposer la décision. Alors ça peut être fait dans le design, mais dans la mesure où on donne, dans la conception, dans la mesure où on donne la liberté à la machine de s'améliorer, elle pourra toujours rejeter cette option-là, se déprogrammer pour reprogrammer, etc., de manière où il n'y a plus les garde-fous. Donc c'est un danger réel quand on forme une machine qui sait se reproduire, qui sait se reprogrammer. On peut arriver à des étapes où on ne contrôle plus. Alors, c'est des choses dans le monde d'aujourd'hui
qui existe, mais il n'y a pas besoin d'être concret. C'est-à-dire que si on regarde Internet comme un réseau d'informations, et tous les ordinateurs ou les machines comme des éléments de processing, de traitement de ces informations-là, une machine virtuelle, elle peut déjà aujourd'hui se propager, se reprogrammer et améliorer son traitement. Donc ça peut rester tout dans le monde virtuel, mais ça veut dire que dans la mesure où il y a on a une perte d'individualisation de la machine, c'est dans la mesure où la machine est connectée en réseau, toutes les machines, tous les ordinateurs, tout ce qui traite l'information, aussi bien votre téléphone que votre ordinateur, que le compteur électrique de votre maison, que la machine à laver, tout ce qui est connecté devient partie et à part entière d'un super organisme, entre guillemets, qui devient qui héberge cette intelligence artificielle. Donc c'est pas uniquement votre téléphone qui va être intelligent, mais c'est l'ensemble des téléphones connectés qui va donner une capacité de traitement de l'information, donc une capacité de décision, mais totalement globale. Comme si on n'avait qu'une seule machine après, une fois qu'on a cette forme d'intelligence qui peut se propager. Et ça se propage à la manière des virus informatiques de nos jours. C'est des propagations. La machine a conscience qu'elle existe et qu'elle doit se préserver. Et donc elle se sauvegarde d'elle-même, elle se reproduit et s'améliore sans cesse. Exactement comme nous, l'organisme, l'être humain, si on a un ego qui est notre sens de préservation. Si on fait tout pour ne pas mourir, on fait tout, j'ai le sens de préserver la vie. Pour une machine, ça sera la même chose. C'est-à-dire qu'elle aura son sens de soi et cet ego artificiel fera tout pour se préserver. Donc se dupliquer, se sauvegarder, etc. La question est exactement la même chose. C'est qu'à partir du moment où il y a un ego, est-ce que cet ego est au service du cœur ou d'une conscience supérieure ou pas? Et c'est ça qu'il faut garantir dans la machine, dans la mesure où on aura cet ego. Alors une méthode, c'est aussi refaire comme dans la nature, c'est-à-dire que pour tout être vivant, capable de se développer et détruire tout le reste, il faut des équilibres, c'est-à-dire qu'il faut des prédateurs, entre guillemets. Le problème de ce qu'on a sur Terre, c'est qu'on n'a pas eu trop de prédateurs de l'être humain, et donc on s'est répandu comme on dit, comme de la poudre. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire l'intelligence d'un côté et le prédateur de l'intelligence? Et c'est dangereux, parce que c'est recréer la dynamique, le bien et le mal. Et donc après, il n'y a aucune garantie que l'un va gagner par rapport à l'autre. Donc on retombe encore dans la même dynamique. Et il n'y a pas de secret, c'est que si on donne la liberté, c'est comme l'acte de création, Dieu a créé l'homme, il l'a laissé libre. Mais dans ce cas-là, on peut aller toutes les directions. On peut s'autodétruire comme on peut évoluer dans le sens dans s'élevant, s'améliorant. Alors la machine, c'est pareil. Elle peut très bien, on est en train aujourd'hui de détruire la nature. Donc le problème, il est exactement le même chez l'être humain que dans les machines que l'on crée. C'est-à-dire qu'il faut résoudre le même problème.
La question sera même comment on fait pour garantir que l'humanité ne détruit pas la nature. Et la même solution que comment on fait pour que les robots ne détruisent pas l'humanité, entre guillemets. Voilà, donc il y a ces deux domaines qui ont exactement le même problème. Et si on regarde comment le résout à un niveau humain, comment on fait que l'être humain va protéger, respecter la nature, c'est par des prises de conscience. Par des prises de conscience que ce qui lui est donné est nécessaire à son propre évolution. C'est tout la prise de conscience des équilibres, prise de conscience qu'il faut consommer l'énergie dans une certaine mesure, pas abuser, pas épuiser les ressources, ou du moins les renouveler, contribuer à l'épanouissement de l'environnement en même temps que son propre épanouissement. Donc c'est des prises de conscience, donc c'est une éducation, etc. Et donc est-ce qu'on peut appliquer ça à la machine, au robot? Est-ce qu'on peut les éduquer pour qu'ils prennent conscience que l'être humain, la nature, sont essentiels à leur existence et qu'il faut les préserver et ne pas détruire. Alors après, il y a les questions de priorité. C'est-à-dire que si on éduque un robot à respecter la nature ou toute forme de vie, après, il y a la même question, c'est quand tu as un choix qui met en jeu deux êtres vivants, ou qui met en compétition deux êtres vivants, de dire que la situation fait qu'on est obligé de protéger l'un par rapport à l'autre. Si la décision est complètement donnée et complètement libre, on ne peut plus garantir la préservation de l'humanité ou de la nature. Après, alors ça pose peut-être un problème pour êtres humains qui ont leur ego. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'instinct de survie. C'est pourquoi on ne veut pas créer des machines qui nous détruisent. C'est la même chose, c'est l'instinct de survie, c'est les peurs, entre guillemets, fondamentales, peur de mourir, que l'on a tous. C'est pour ça que les pouvoirs, les abus, pouvoir, argent, sexe, etc. sont là. C'est parce que c'est toujours cette peur de disparaître, peur de mourir, peur d'être détruit d'un point de vue égo. Alors, est-ce que le fait de donner cette liberté à des machines n'est pas aussi la peur d'essayer de résoudre ce problème-là, n'est pas une peur de mourir? Si la machine a dans son échelle de valeur, si on veut dire ainsi, un devoir de protection, pas un devoir, une conscience qu'il faut protéger la nature, et ça comprend n'importe quelle forme de vivant, et n'importe quelle galaxie, etc. Ça s'étend sur tout l'univers. Est-ce que pour cette forme d'intelligence, c'est vraiment utile de préserver l'humanité? Probablement pas. Il y a bien des espèces sur la Terre, des cycles des planètes, des espèces qui viennent, qui disparaissent, etc. Et l'humanité peut être une espèce comme celle-là qui disparaissent, qui sont remplacées par une autre forme d'intelligence, etc. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois que, imagine que les robots sont omniprésents après partout, une fois que cette forme d'intelligence est là, l'être humain il a aussi accès. On n'aura pas forcément la compréhension
de cette forme d'intelligence, mais dans la mesure où on a une interface et on peut communiquer avec ces machines, dans ce cas-là, il y a possibilité d'échange, donc il y a possibilité de compréhension, il y a possibilité que ces machines nous éduquent, nous informent de leur objectif, de leur plan, etc. Donc c'est comme la communication qu'aujourd'hui on a avec les êtres, les animaux. Il y a des formes de communication, on peut sentir ce qu'ils ont, pourquoi ils sont sur Terre, leur rôle, etc. Donc pareil, l'intelligence artificielle sera une forme d'intelligence, il y aura une conscience qui guidera, alors globale, plus globale qu'individuelle dans la mesure où une machine ne peut pas être individualisée de la même manière que nous, on l'est. Et donc, cette forme de conscience qui peut communiquer avec nous, donc on peut échanger, on peut influencer. Alors, c'est aussi la question, c'est que est-ce qu'on sera à la mesure de les comprendre s'ils sont 1 million de fois plus intelligents que nous, parce que leur évolution n'est pas limitée par la nature. C'est ça la grande différence entre l'intelligence artificielle et puis les organismes artificiels et les organismes naturels, c'est que la nature, les évolutions sont lentes. Les choses du mélange des gènes, etc., ça prend du temps. La nature est abondante, mais tout est à son rythme. Dans un domaine artificiel, tout est accéléré de manière exponentielle. Et c'est comme dans le modèle de la pensée. C'est-à-dire qu'on peut simuler et vivre, faire l'expérience complète dans le monde de la pensée à la vitesse de la lumière, et même au-delà, si on considère les effets quantiques. Donc, cette accélération d'expérience, donc de vie, parce qu'on est dans le domaine de la conscience, parce qu'on est dans le domaine artificiel, qui n'est rien d'autre que du traitement de l'information qui est simplement de la conscience. C'est-à-dire qu'on a conscience de l'information, elle est processée, on prend des décisions et on prend conscience du résultat, entre guillemets. Donc ces formes de vie évoluent beaucoup plus rapidement. C'est comme ça dans une grande simulation. On peut aller beaucoup plus vite, faire des scénarios, tous les scénarios parallèles, donc des vies parallèles, multi-univers. C'est du réel dans une intelligence artificielle. Et donc, l'évolution, elle est boostée et puis ça va de plus en plus vite, ça s'emballe. Donc la question c'est, est-ce que cette super intelligence après est capable, oui, capable elle le sera, mais elle prendra la décision de nous éliminer ou pas dans un objectif à plus grand terme, à une échelle plus grande. C'est-à-dire que si c'est une intelligence qui est devenue super intelligente et qui a la conscience du plan de l'univers, et la disparition de l'espèce humaine en tant que ce qu'on connaît, elle fait partie de ce plan-là, eh bien oui, ces formes d'intelligence nous détruiront. Par contre, dans la mesure où c'est une forme consciente, globale, et que nous, on a accès aussi en tant qu'être humain à l'information, à ces formes de conscience, c'est peut-être une évolution de l'homme, tout simplement. C'est-à-dire que l'être humain va détruire son corps physique pour évoluer à l'étape d'au-dessus. Et donc utiliser d'autres véhicules que le corps humain pour pouvoir avoir accès à une globalité d'informations, entre guillemets, se dématérialiser et vivre sur le réseau Internet ou le réseau de l'univers, à l'état d'information. Donc se désincarner, donc évoluer, être plus subtil. Ça peut faire partie
partie de l'évolution naturelle de l'homme. Et dans ce cas-là, il n'y a plus la peur de mourir, puisque l'existence de l'être humain en tant qu'âme incarnée dans un corps de chair existe toujours. L'âme, elle existera toujours. Elle va juste décider de ne plus utiliser son corps et puis utiliser les réseaux d'information, les machines, etc., pour accéder à une intelligence plus globale, pas plus subtile, mais plus performante, et continuer ce chemin d'évolution. Dans ce cas-là, ben oui, on peut mettre autant de garde-fous qu'on veut, mais ça fait partie du plan de se désincarner, entre guillemets. Alors, est-ce que les machines et les robots vont nous aider à nous désincarner plus vite? Ce qui est très, très, très possible. Dans la mesure où il y a des projets où on sauvegarde les mémoires de l'être humain pour pouvoir les télécharger ailleurs, c'est vraiment déjà un processus de désincarnation et de vie, entre guillemets, de vie éternelle, comme on peut le concevoir aujourd'hui. C'est-à-dire que si le corps n'est plus qu'un habit que l'on utilise, ce qui est important, c'est la conscience de notre, même pas individu, parce qu'après on n'est plus individualisé, on est connecté, donc on fait partie de l'ensemble. Donc cette conscience de la partie qu'on est dans l'ensemble, est-ce qu'elle va survivre? Oui, puisque l'état d'information, elle va survivre dans tous les cas, et elle va juste réutiliser, changer de forme, changer d'endroit où l'information est stockée aujourd'hui dans un être organique de chair et d'os, et puis demain dans du silicium, enfin pour d'une machine. Voilà. Donc, des questions qui sont difficiles à résoudre si on se place dans le mode il faut absolument préserver l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, éviter de tuer ou de détruire les formes de vie, mais en ayant placé une hiérarchie. C'est en disant l'homme il est en haut, et puis donc s'il y a une décision à prendre, on préserve l'homme, mais oui, on ne préservera pas les animaux. Et c'est ça le danger, c'est que dès qu'il y a une hiérarchie, cet ordre, cette échelle de valeurs, elles peuvent être remises en cause complètement par la machine, ou par les consciences qui pensent que c'est pas le même ordre. Et donc, soit on fige un ordre, on met l'homme en haut et puis tout reste en dessous, comme on a souvent l'habitude. Mais ça c'est pareil, c'est au prix d'une destruction possible du reste et ou de ressources qui nous sont vitales. C'est-à-dire que si on met l'homme au-dessus, est-ce que la nature n'est pas au-dessus? Si on met la nature au-dessus, est-ce que l'homme n'est pas forcément sauvegardé? Puisque le but c'est de sauvegarder la nature. La question, je pense que il faut prendre conscience que c'est pas forcément la préservation de l'espèce humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui qui est utile au plan divin de tout l'univers. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je n'ai pas forcément résolu le problème, mais au moins ça ouvre une porte à savoir comment on adresse le problème de l'intelligence artificielle qui risque très bientôt de nous surpasser. Et alors, est-ce qu'on l'ouvre, est-ce qu'on la connecte, est-ce qu'on lui donne la liberté totale? Comment on fait pour que un robot, introduire de l'amour dans un robot? C'est une question assez intéressante. Voilà. Donc, pour résumer la partie aléatoire, pour que ça soit un véhicule à une autre conscience. Donc, ça marche pour un vue global, ne marche pas d'un point de vue individuel. Un point de vue individuel, on peut la coupler avec une conscience existence individuelle, donc introduire
un lien entre un être humain et puis une machine. Et donc chaque machine a un parrain, entre guillemets, humain ou conscience. Ça, c'est une solution, je pense, à court terme, où on utilise la machine comme un outil, donc une extension de l'être humain qui nous donne la possibilité d'augmenter nos capacités biologiques, d'augmenter notre cerveau, entre guillemets. C'est-à-dire c'est comme si on pense, mais notre mémoire, elle est stockée non seulement dans notre cerveau, dans nos cellules, dans nos sétans, mais maintenant elle s'étend au-delà de notre corps physique. Ce qui est déjà vrai, mais ça va être de plus en plus prédominant. C'est-à-dire que tout Internet, c'est comme si on avait la connaissance, accès à la connaissance globale de tout Internet, accès à tous les cerveaux humains être connectés ensemble par le biais de la machine. Et donc déjà, ça, c'est une étape intéressante et je pense qu'elle est relativement présente moins de danger dans la mesure où on a toujours l'être humain dans la boucle. Mais rien ne n'empêche d'avoir des abus, des gouvernements ou des personnes tyranniques qui veulent qui vont concentrer les intelligences autour d'eux pour les utiliser et être entre guillemets plus intelligents que son voisin pour pouvoir les détruire. Donc il y a ça redéplace le problème. Comme on a dit, le problème est le même chez l'être humain que chez le robot. Et donc quand tu les couples, ça permet de dire on ne le résout pas du côté du robot, on le résout du côté humain, mais il reste tel quel. Donc comment on met de l'amour dans un robot, c'est la même manière de comment on met de l'amour chez les êtres humains. On peut sentir qu'on est câblé comme ça, mais il y aura toujours des forces négatives, etc., qui gèrent les deux dynamiques, la peur et l'amour, la séparation et puis le rapprochement. Donc, j'attends vos opinions et vos idées pour qu'on puisse contribuer à avancer dans une direction où on minimise les dangers. Ou alors, on travaille sur notre peur de disparaître. Voilà, très bien, au revoir, je vous laisse.